Paris 2024. Prochaines villes olympiques. 100 ans après les derniers. Paris is always said. Los Juegos Olímpicos. Paris trägt die Olympischen Sommerspiele 2024. Pour une société plus inclusive et plus durable. 100 ans après avoir allumé la flamme olympique, Paris et la France accueillent les Jeux. Le symbole est là et les ambitions des organisateurs sont immenses. Faire des Jeux spectaculaires dans des lieux emblématiques de la ville lumière. Faire des Jeux populaires, inclusifs. Faire des Jeux qui développent la pratique du sport à l'école, dans les entreprises, dans le quotidien des Français. Il faut aussi réussir le pari environnemental en limitant l'empreinte carbone olympique, en bâtissant des ouvrages qui préfigurent l'habitat responsable de demain. Il y a enfin, pour la première fois dans l'histoire, la volonté de fixer des objectifs sociaux aux Jeux. Après le scandale du Qatar, les refus de grandes villes comme Boston, Budapest, Hambourg, Rome ou Oslo d'accueillir les Jeux, à l'heure où les prochains Jeux asiatiques d'hiver auront lieu au milieu du désert, Paris 2024 devait marquer une rupture et tout mettre en œuvre pour laisser un héritage social fort. Le véhicule de cette ambition sociale, une charte de 16 engagements rédigée par les partenaires sociaux français. Elle est signée le 19 juin 2018 par les numéros 1 des organisations syndicales et patronales. Elle vise à laisser un héritage social fort, à promouvoir le développement humain et durable des Jeux. C'est une grande première dans l'histoire de l'olympisme. Aussi surprenant que cela puisse paraître, jamais des Jeux olympiques n'ont été envisagés dans une capitale avec des objectifs sociaux affirmés. Et j'avais à cœur de participer à l'élaboration de cette charte sociale pour qu'à Paris, et ça sera en cela une pierre blanche, je l'espère, nous l'espérons, à marquer dans l'histoire des Jeux, la dimension sociale soit affirmée dans la préparation, le déroulement et sur l'après-Jeux olympiques. Et puis, pour moi, ça doit être une vitrine de la France. Et la France, c'est à la fois d'innovation technologique, c'est des entreprises performantes, mais c'est un modèle social qui est légèrement différent d'autres pays. Et donc, je suis très fier qu'on ait pu innover, et au nom des employeurs ou des entrepreneurs, très fiers de l'avoir signé. 16 engagements autour des conditions de travail, de la sécurité, de l'emploi, de l'insertion, du développement local, dit autrement, un cahier des charges pour décliner concrètement l'ambition sociale des Jeux, comme le résume Marie Barzac, la directrice héritage de Paris 2024. Certes, cette charte, elle nous engage, puisqu'on a pris des engagements, 16 engagements à travers la charte, mais finalement, c'est une opportunité pour pousser le curseur le plus loin possible en termes d'exemplarité économique et sociale. Et de faire la démonstration qu'à l'échelle des Jeux, et c'est pas rien les Jeux, à l'échelle des Jeux, on peut être exemplaire sur ces sujets-là. C'est un moteur aussi de cohésion entre les acteurs qui doivent travailler les uns avec les autres. Quand on travaille sur l'exemplarité sociale, on travaille avec Pôle emploi, on travaille avec la DRIET, on travaille avec les services des collectivités territoriales, les facilitateurs qui portent. On travaille avec la préfecture de région, avec l'État évidemment. Tous ces acteurs sont engagés avec nous à réaliser les 16 engagements de la charte sociale, avec cet argument formidable qui est de dire si Paris 2024 a réussi, à l'échelle des Jeux, il n'y a pas de raison que d'autres Jeux n'y arrivent pas. Encore faut-il réussir le pari, que la charte soit déclinée sur le terrain d'ici les Jeux et que l'héritage social soit une réalité après les Jeux. Tony Estanguet ne nous dit rien d'autre quand nous l'interrogeons à l'été 2018. On n'a pas choisi la facilité, on a plutôt choisi l'excellence sociale comme modèle de réussite. Donc moi je suis très heureux de ce départ. Maintenant, j'ai été sportif de haut niveau et je ne vais pas faire le malin aujourd'hui parce que je sais que la marche est encore très grande et je vous donne rendez-vous dans un an pour faire un nouveau bilan. Si la charte est signée, il faut la faire vivre et pouvoir en mesurer les impacts. Si sa légitimité est réelle, elle n'a pas force de loi, c'est un texte plus politique que juridique. D'où l'interrogation de certains qui se demandent ce que les partenaires sociaux viennent faire dans l'organisation de Jeux olympiques et paralympiques, comme le rappelle Patrick Martin. Il n'y avait pas de précédent en définitive, d'implication des partenaires sociaux dans l'organisation en profondeur des Jeux olympiques. Donc ça a pu susciter initialement une forme de scepticisme. Il y a même des esprits narquois qui disaient tout ça c'est de la poudre aux yeux. Ils en seront pour leurs frais. Un comité de suivi de la charte sociale est mis en place dès 2018, formé à parité par les représentants des organisations syndicales et patronales. Il est coprésidé par Dominique Carlac et Bernard Thibault. Ce duo de choc est désigné par ses pairs pour représenter le comité de suivi au sein des deux instances qui piloteront les Jeux. La Solidéo,
La structure publique chargée de la livraison des ouvrages olympiques et paralympiques, présidée par Anne Hidalgo, et le COJOP, responsable de l'organisation et du déroulement des Jeux, présidé par Tony Estanguet. C'était le premier objectif de la charte sociale, mettre en place une gouvernance et un pilotage qui assurent l'exemplarité sociale des Jeux olympiques et paralympiques. L'objectif est atteint. Et il faudra compter avec l'instance paritaire. Nous nous sommes invités au tout début de la candidature des Jeux et nous sommes toujours là 7 ans après. Ceux qui pensaient que c'était un texte pour faire bonne figure dans le panorama, au fur et à mesure où on avance, sont obligés de répondre à nos injonctions, à nos exigences. Alors parfois on marque des points, parfois il faut convaincre, parfois il faut créer du rapport de force. On le devine, les contraintes normatives de la charte et le poids des partenaires sociaux dans l'élaboration de ces Jeux secouent les habitudes. Mais c'est la condition pour remporter les appels d'offres et imposer les bonnes pratiques sociales. Au fond, la démarche du comité de suivi de la charte et de tous les acteurs de Paris 2024 est pragmatique. Avec ces Jeux, il s'agit de s'appuyer sur de vrais succès et d'engager une dynamique vertueuse, faire en sorte qu'il y ait un avant et un après Paris 2024. Et tous s'accordent à dire que cet héritage social est d'abord à construire dans le territoire qui accueille les Jeux. Est-ce que ça choque la maire de Paris si je dis que ces Jeux seront d'abord ceux de la Seine-Saint-Denis, surtout lorsqu'on parle de l'héritage social? Ah, ça ne me choque pas du tout, c'est en plus ce que j'ai voulu. Les Jeux de Paris devaient servir d'abord au territoire de la Seine-Saint-Denis sur lequel il y avait encore du rattrapage à faire. Donc non, je suis très fière, très heureuse que la contribution de Paris, des Jeux de Paris, ça soit cette nouvelle accélération sur la Seine-Saint-Denis dont les habitants, les élus, les acteurs se saisissent. C'est pas Paris qui décide pour eux et ça me fait encore plus plaisir. Quand la flamme sera éteinte et quand on reviendra 15 ans, 20 ans, 30 ans après, on n'ira pas voir sous la Tour Eiffel. On ira à Saint-Denis, à Saint-Ouen, à l'île Saint-Denis, au bord de la Seine, et on ira à Duny, à Courneuve, le Bourget. Bien sûr, nous avons la volonté de participer à cette grande fête sportive internationale, la plus grande, pendant 2 fois 15 jours. Mais au-delà de ces 30 jours de compétition, ce qui nous intéresse finalement, c'est les 30 ans d'héritage. Et comment collectivement on fait avec les Jeux un élément pour reconstruire des liens, à jeter des plombs au sens propre comme au figuré, entre Paris et sa banlieue, entre Paris et la Seine-Saint-Denis, entre la ville lumière et ce territoire qui est à la fois le plus jeune, mais aussi le plus pauvre de France métropolitaine. L'île Saint-Denis, 8500 habitants, 85 nationalités, 60% de logements sociaux. Jeter les ponts entre Paris et sa banlieue, c'est bien ce que la passerelle de 130 mètres entre l'île Saint-Denis et Saint-Denis, le continent, comme le dit le maire de l'île Saint-Denis, va réaliser. Un franchissement attendu depuis des dizaines d'années par les élus, aussi symbolique que concret pour les habitants, qui auront enfin accès au métro Carrefour-Pleyel. Il ne faut pas oublier que ce qui a motivé les élus de Seine-Saint-Denis à rentrer dans les Jeux et à emporter la candidature, c'était le rattrapage sur notre territoire. C'était ça notre sujet de fond. C'est comment se servir d'un événement planétaire pour transformer nos territoires et rattraper les inégalités sociales et territoriales. On a un effet d'accélération finalement par rapport aux dynamiques urbaines qui existaient. Sans doute les projets qu'on a portés auraient vu le jour, mais peut-être sur une échelle de 20 ans, là on les sort en 6. Ce qui est intéressant, c'est que ces logements ils sont bâtis complètement dans les dynamiques urbaines portées par les élus. C'est-à-dire que quel type de logement on aura à la fin entre la part de logements sociaux, de logements intermédiaires, de logements familiaux, de résidences étudiantes, etc. On s'inscrit complètement dans la volonté des élus. S'agissant des transformations physiques, oui, je considère que l'héritage sera au rendez-vous parce que les engagements sont tenus. Si je regarde la construction de logements, y compris les choix d'aménagement, les choix urbains, les choix environnementaux, écologiques, les exigences qu'on a portées, y compris dans le type d'aménagement qu'on voulait, les engagements sont tenus. Ces logements qu'on bâtit, ils ont un bilan carbone diminué de moitié, ils font moins 50% de carbone par rapport à ce qui se faisait au moment des permis de construire en 2019. C'est-à-dire qu'ils ont 10 ans d'avance sur notre stratégie nationale bas carbone. C'était un des engagements forts de la charte, capitaliser sur ces Jeux pour développer un programme de logements sociaux et d'urbanisme innovant dans un écosystème réunissant habitants et activités économiques. Le pari semble donc bien parti, mais Stéphane Troussel sait bien que rien n'est encore joué. Ce qu'il nous faut maintenant gagner, et sur lesquels on ne lâche rien, pour reprendre une expression consacrée, c'est sur l'héritage plus immatériel, et sur lesquels il faut une exigence de tous les instants, parce que rien n'est écrit d'avance.
sur l'emploi, sur l'insertion, sur la formation, sur la pratique sportive, sur les initiatives culturelles, sur la participation et la mobilisation des habitants, eh bien il nous reste 500 jours. Est-ce que tout va être fait de la bonne façon? C'est ce que j'espère. Aujourd'hui, ça va apporter de l'emploi, ça va apporter de belles choses pour la ville, pour la Seine-Saint-Denis. Maintenant, il faut vraiment espérer que la population déjà en place va pouvoir être intégrée dans ce projet de façon complète. Là, dans 1 an et demi, tout le regard du monde sera sur Paris, sur les Jeux Olympiques, parce que ça touche tout le monde. Donc oui, j'espère en tout cas que ce sera un événement qui pourra faire rayonner de la bonne façon et qui aura intégré les gens de la bonne façon. Moi, franchement, j'étais content. Je ne te mens pas, j'étais content. Je me suis dit, en fait, ça va dynamiser le département et on verra que la Seine-Saint-Denis, c'est pas que ce qu'on montre à la télé, tu vois. Ça, c'est positif. Mais c'est positif sur un court terme. Et en vérité, les moyens qui sont mis, est-ce qu'ils sont faits pour que les habitants se sentent mieux? Vraiment. C'est la question que je me pose. Moi, je ne sens pas encore cette différence-là, tu vois. Je sais que je vois des travaux, j'entends le boucan tous les jours, tu vois, il n'y a pas de problème. Mais je n'ai pas la certitude que demain ce sera positif pour moi ou mes enfants, tu vois. C'est pour montrer au monde que la France, on est prêt on sait le faire. Mais pour nous, les habitants, au final, on va devoir tous déménager dans quelques années. Tous ces grands bouleversements, ils peuvent heurter les habitants sur leur place dans ce tout. Le travail qu'on doit faire, c'est dire aux gens, tout ça c'est pour vous, vous êtes chez vous et vous resterez chez vous. Exemple, sur le projet du village des athlètes, comme dans la tranche 1 de l'écoquartier fluvial, on a chez nous 30% de logements sociaux, 10% d'accession sociale à la propriété et 60% d'accession libre où j'ai capé les prix. C'est là qu'est le rôle du politique, parce que le politique, c'est lui qui peut décider si les loyers s'enflamment ou en disant les loyers s'enflamment pas. Est-ce qu'il peut encore? Est-ce qu'il a encore les moyens? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas déjà décidé depuis quelques années et qu'il est obligé de suivre le programme? C'est la question que je te pose. Si les habitants s'interrogent encore sur leur place dans la future Seine-Saint-Denis, les entreprises locales se réjouissent clairement de la dynamique engagée sur le territoire et des effets directs de la charte sur leur activité. À 18 mois des Jeux, 170 d'entre elles ont déjà obtenu un marché de la seule Solidéo. La charte vise en effet à garantir l'accès des appels d'offres des Jeux à des entreprises de l'économie sociale et solidaire et à des TPE-PME, à commencer par celles du territoire. Plus de 20% des appels d'offres sont arrivés vers les PME. Et ça, bien évidemment, c'est superbe. Combien d'entreprises adhérentes à la CPME? Il y a plus de 1000 adhérents. On a à peu près 1200 adhérents dans la CPME 93. D'ailleurs, vous pouvez voir autour de nous, il y a beaucoup de monde. Je suis David Nabé, directeur général de la société BSA, Bureautique Systèmes Associés, société spécialisée dans les systèmes d'impression de la marque Canon sur Saint-Ouen dans le 93 depuis 33 ans. On est face aux constructeurs dans notre cœur de métier et on a la chance avec notre offre, mais pas seulement, de remporter l'appel d'offres et d'équiper tout le site du siège de Paris 2024 à Saint-Denis. Il y avait un avantage pour eux d'avoir un fournisseur du territoire qui était capable de répondre à leurs demandes. Et je pense que ça, ils l'avaient au niveau des achats, au niveau de la DSI, de la direction. Ils avaient ce coin-là aussi dans la tête de dire, ils remplissent cette case en plus et on a l'assurance que quelque part, on va suivre la charte que nous-mêmes, on s'est quelque part imposée. Et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Ce qui se passe dans ce département est magique, mais ce qui se passe au niveau national grâce aux Jeux Olympiques a aussi un caractère magique. Aujourd'hui, donc à moins de 18 mois des Jeux, on a quand même 90% des entreprises tributaires de nos marchés qui sont des entreprises françaises, déjà. Ensuite, parmi ces entreprises, 85% d'entre elles, ce sont des TPE-PME. Autre très bonne nouvelle, donc ça veut dire que cette politique très volontariste d'aller au contact des entreprises TPE-PME fonctionne. Avec des volumes opposables. Écoutez, on a quand même lancé 1,5 milliard, on a 2,5 milliards de marchés à lancer d'ici les Jeux. On en a lancé 1,5 milliard. Donc les chiffres que j'évoque à l'instant concernent quand même 1,5 milliard de budget. Donc c'est déjà pas mal. Et puis on a aussi des entreprises de l'économie sociale et solidaire qui sont attributaires de nos marchés. On en a 153. Donc là aussi, les efforts qu'on a pu déployer et qui sont actés dans la charte sociale, puisque c'est un des engagements de la charte, les TPE, PME et les ESS, ça fonctionne en fait. On a pas mal d'ESS aujourd'hui qui travaillent avec des entreprises évidemment plus grandes, mais qui sont utiles sur le sujet, là je parle du handicap, mais c'est aussi vrai sur le sujet des demandeurs d'emploi avec des structures
structures d'insertion par l'activité. On est au Pavé, notre première usine qui est basée à Aubervilliers. Ouais, c'est du pavé là. Pourquoi on est ici aujourd'hui? Alors vous êtes ici très probablement parce qu'on a été engagé dans un projet d'envergure pour la réalisation de 11 000 sièges de gradins dans le cadre d'un événement sportif qui aura lieu dans un peu plus d'1 an. L'histoire de ce projet, qui est assez monumentale pour nous, elle démarre il y a 4 ans maintenant avec un coup de fil de Bouygues qui était à la Maison des Canaux dans le cadre du programme de ESS 2024 et qui nous demande si avec nos petites plaques en plastique recyclé on serait capable de produire des sièges de gradins. Quand on reçoit ce coup de téléphone, on venait de créer la société il y avait 1 an. On n'avait pas d'usine, on était encore un peu la tête dans le guidon pour réussir à relever les défis industriels de sourcing et on s'est donc posé cette question, on s'est pris au jeu. On leur a demandé 2 semaines pour voir si c'était jouable. On a contacté énormément d'industriels avec lesquels on bossait. Et voilà, et en fait, ce qui était incroyable, c'est que c'était totalement en phase par rapport à la direction qu'on avait souhaité donner à notre entreprise. Ce projet de développement des sièges de gradins, ça nous a permis d'aller encore plus loin que notre action environnementale au jour le jour pour mettre en place une dynamique d'insertion sociale. On s'était engagé sur 1700 heures d'insertion. Finalement, je ne saurais même pas les compter, mais on est à plus de 4000 ou 5000 heures d'insertion réalisées. Pour nous, c'est pas tant le chiffre qui compte que ce que ça a permis de structurer sur le long terme. En 3 ans, on est passé de 3 personnes à 30 personnes. On recrute 7 nouvelles personnes et c'est pas prêt de s'arrêter. En fait, cette charte sociale qui était totalement cohérente par rapport à nous, à la stratégie et à la manière dont on se structurait, ça crée un socle sur lequel on va s'appuyer et qu'on va essayer de répliquer partout en France. Donc pour nous, en fait, l'héritage, il est là. La contrainte, elle nous a permis de nous dire, ça sera pas plus tard, c'est maintenant. Et je pense que ça a permis d'orienter un peu le développement de la boîte. Et maintenant, l'idée, c'est de vraiment continuer dans cette direction. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas les seuls. Est-ce que ça va participer à changer la manière dont on perçoit ce territoire ? Très probablement. Et est-ce qu'il y a des choses qui bougent et qui sont extrêmement positives en ce moment ? Ça, c'est sûr. Une des très belles histoires des Jeux, c'est la réservation du marché pour l'exploitation des laveries, des 12 laveries du village des athlètes sur Saint-Ouen, Saint-Denis et l'île Saint-Denis qui opéreront pendant plus d'1 mois, la période des Jeux Olympiques puis des Paralympiques, uniquement par des personnes en situation d'insertion et du handicap. C'est un marché sur lequel on ne peut pas se louper. Ça va être le nettoyage des chaussettes, des sous-vêtements, des t-shirts, des shorts de tous les sportifs qui auront la chance d'être qualifiés pour les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. C'est un service qui, notamment sur des précédentes éditions, a été extrêmement stratégique parce qu'une chaussette en retard, c'est potentiellement une disqualification pour un athlète parce qu'il arrive en retard. Donc c'est extrêmement stratégique. Concrètement, on va mobiliser entre 350 et 400 personnes donc, entre début juillet et mi-septembre 2024 qui vont opérer donc, 7 jours sur 7, de 6h à 22h et parfois même plus. Le service de blanchisserie. Le village olympique, c'est 15 000 résidents. Le village paralympique, c'est 9 000 résidents. Donc nous, on va opérer 12 laveries et traiter à peu près 8 000 kg de linge par jour. Est-ce que c'est la preuve du coup que cette économie-là, elle est en situation aussi efficace, c'est l'économie tout court? Est-ce que c'est pas ça le message principal? C'est le message principal. Nous, on est un opérateur économique avant toute chose. On contractualise en direct avec Paris 2024 pour rendre une prestation de service dans les délais, avec les exigences, avec des contraintes de coût comme tout le monde. La seule différence, c'est comment on envisage le travail et les modalités d'accompagnement de nos salariés. Avant qu'on arrive, qu'on s'équipe, je t'entendais t'agacer au téléphone avec une mairie, je ne citerai pas laquelle. Tout à fait. J'ai cru comprendre qu'au bout du fil, l'interlocuteur disait mais la qualité doit être un petit peu moins bien au délai, mais pour autant, monsieur... Ouais, et là, tu t'es agacé. Je ne comprends pas déjà qu'on me pose la question parce que quand on vend une prestation, elle sera de très haut niveau et si elle peut être au-delà, on essaiera qu'elle soit au-delà tant que le client est satisfait et en redemande. C'est tout ce qu'on veut et c'est tout ce qu'on souhaite. D'autant que j'ai compris que tu avais des petits clients un petit peu connus là, non? J'en ai quelques-uns. Tu peux les citer, ceux-là peut-être? Ah, je me ferai un plaisir. J'ai Guerlain, ministère de la Culture, ministère des Armées, toujours avec le même résultat et la même qualité de nettoyage. Il n'y a pas de différence entre les entreprises pour Paris 2024, c'est-à-dire que l'exigence qui est mise dans les prestations doit être la même, peu importe la structure qui va opérer ce service-là. Et nous, on est tout simplement très contents de ça, parce que ça montre pour des futurs donneurs d'ordre et puis pour tous les opérateurs de Paris 2024 qui ont fait confiance à l'économie sociale et solidaire, que dans leur prochain travail, puisque c'est inscrit dans le temps, ils pourront aussi confier des prestations à l'économie sociale et solidaire. Donc ça aussi, ça fait partie de l'héritage qu'on souhaite des Jeux.
Bilan positif donc pour les PME et l'économie sociale et solidaire dans cette première phase de préparation des Jeux. L'encadrement de la charte en matière de commande publique et d'appel d'offres a payé. Reste à savoir ce qu'il en sera au global de l'impact des Jeux sur l'emploi et l'insertion. La dernière ligne droite des Jeux va mobiliser des dizaines de milliers d'hommes et de femmes pour préparer et faire tourner l'énorme machine. BTP, transport, hôtellerie, restauration, sécurité, services, les Jeux seront-ils l'occasion de créer de l'emploi durable dans des métiers en forte tension? Donneront-ils leur chance aux publics les plus fragiles de remettre le pied à l'étrier, de suivre une formation, de valider les acquis d'une expérience hors norme? Ou seront-ils simplement une parenthèse du travail temporaire olympique et paralympique? Ah, vous avez retrouvé votre petite table là. Bah oui. Nous, les besoins, on est passé d'un 100 000 personnes de demandes d'emploi non pourvues. On est passé de 100 000 après le Covid à 360 000. Et bizarrement, on est resté sur cette jauge-là. C'est-à-dire qu'il nous manque entre 260 et 300 000 personnes. C'est une chance, ces Jeux, pour recruter des jeunes, ou des moins jeunes d'ailleurs, hein, pour leur redonner envie de travailler dans la restauration. On va travailler avec des gens qui n'auront peut-être pas touché à la restauration. Et parce qu'on va embaucher peut-être des gens qui n'auront jamais touché à la restauration, on va créer des carrières, on va créer des motivations. Mais ça va être dur, oui, bien sûr, évidemment. Ce que l'on sait, ce qu'on a quantifié, c'est qu'à peu près 150 000 emplois étaient nécessaires pour l'organisation des Jeux. Mais naturellement, dans ces 150 000 emplois, il y a une part d'emplois existants orientés vers la préparation des Jeux, ce qui ne veut pas dire création. Et en même temps, l'événement lui-même va créer de l'emploi. Alors de l'emploi qui n'est pas forcément durable, qui va être créé un peu avant la compétition et durant la compétition, et puis peut-être un peu après. Les emplois mobilisés par les Jeux, grâce à notre cartographie, ce sont les emplois qui aujourd'hui sont en tension. Donc le pari qu'on fait, c'est de dire on va utiliser les Jeux comme un produit d'appel. Je vous prends un exemple. Sodexo, l'entreprise qui est en charge de la livraison des 13 millions de repas pendant les Jeux au village olympique. Et donc Sodexo va avoir besoin de recruter pour pouvoir livrer ces 13 millions de repas. Et donc du coup Sodexo va rajouter un supplément d'âme à ces opportunités d'emploi en proposant des parcours de formation dédiés, en ouvrant justement le champ du possible vers des perspectives de carrière, puisque Sodexo aujourd'hui se pose déjà la question de l'après 2024, comment je garde les salariés dont je vais avoir besoin pour les Jeux. Lorsqu'on interroge sur un gros forum pour l'emploi des Jeux le DRH adjoint de Sodexo Live, la structure de Sodexo qui servira les millions de repas, l'ambition est toutefois plus mesurée et les mots sont choisis. Chez Sodexo Live, effectivement, pour l'été 2024, on a besoin de 6 000 personnes pour pouvoir opérer sur le village des athlètes et sur nos 14 sites de compétition. On parle de l'emploi des Jeux ou on parle de l'emploi après les Jeux? Par essence, les Jeux sont un événement limité dans le temps, donc on peut proposer des emplois limités dans le temps. Le but est de favoriser au maximum l'employabilité des gens à travers l'expérience qu'ils vont avoir et aussi si on a des opportunités derrière, de leur permettre de rebondir sur ces opportunités-là. C'est pas 6 000, j'entends, mais chez Sodexo, à terme, il y a de l'emploi. Également, vous êtes sur un métier en forte tension dans l'absolu. On a des recherches au quotidien chez Sodexo. Après, c'est de réussir à faire matcher les recherches de personnes sur un territoire avec les besoins et sont-ils localisés sur le même territoire. Donc, on cherche toujours chez Sodexo et vous pouvez retrouver tous nos emplois disponibles sur le site de recrutement sodexo.com. Visiblement pas simple de s'engager sur la durée. Qu'importe. Sur ce même forum, on peut mesurer que les opportunités d'emploi sont réelles, que la motivation est grande et que le public est venu en masse. Nous sommes surpris de voir arriver des cas entiers de jeunes et moins jeunes ayant répondu présent à l'appel pour l'emploi de Paris 2024 et de ses partenaires. Tous les acteurs du territoire engagés pour l'insertion et l'emploi sont présents. On mesure à plein l'effet JO. Nous, on est la mission locale de Noisy-le-Grand et on accompagne nos jeunes justement pour qu'ils puissent découvrir les recruteurs, les futurs métiers, les métiers en tension, etc. Nous, on le voit là sur le 93, les municipalités, les jeunes, l'écosystème local, voilà, ce qui se passe, c'est une effervescence gigantesque. Je pense qu'il faut en profiter et je pense que le quartier est en train de bouger, il y a pas mal de choses qui se construisent, donc il va y avoir une dynamique notamment autour de la restauration, de la sécurité et de tous les autres secteurs d'activité, je pense. Nous avons beaucoup travaillé sur les métiers en tension, justement les métiers qui recrutent aujourd'hui. Et pour moi, effectivement, je pense que c'est vraiment une vraie opportunité. J'ai fait de la restauration, j'ai fait de la grande distribution et aujourd'hui je viens pour essayer d'avoir un emploi dans la sécurité. Et un emploi sur la durée, pas simplement. Voilà, bien sûr, pour toujours. Voilà, c'est une grande journée aujourd'hui.
On vous souhaite une très bonne journée. Bon courage. Il y a combien de personnes à peu près ici aujourd'hui? Aujourd'hui étaient inscrites 10 000 personnes et là je pense qu'on est déjà au moins à 5 000 personnes présentes. Cherche une première expérience ou vraiment un premier boulot? Je pense un premier boulot. J'ai fait plusieurs expériences en tant que bénévole. Et donc voilà, l'idée maintenant c'est de passer à un autre stade et avoir du coup un vrai job. Je sors récemment de mon dernier emploi, donc ici c'est une nouvelle opportunité à saisir en soi. Alors tu viens que pour les jeux ou tu espères trouver du boulot sur la durée? Peut-être sur la durée aussi éventuellement, c'est pas mon domaine premier mais ça pourrait servir en soi. Qu'est-ce que tu faisais avant? Qu'est-ce que tu cherchais? Avant j'étais dans la fonction publique, j'étais militaire avant. Toi tu es un profil super pour les gens de la sécurité. Super je dirais pas, intéressant. Mais ça peut être intéressant tout à fait. Pour vous c'est une vraie opportunité ce qui se passe avec les jeux, non? Pour le coup, ouais, cet événement pour nous c'est important, c'est primordial, ça nous permet d'attirer des nouveaux entrants. Alors c'est des emplois qui sont pour les jeux ou c'est des emplois qui sont pérennes pour vous? C'est ça le vrai enjeu pour eux. Ouais, bien sûr, nous comme je vous ai dit, on a déjà des besoins. On garantit un emploi stable, un emploi à temps plein. Pour le coup, voilà, un agent de sécurité qui a sa carte professionnelle, en fait tous ces documents qui lui permettent d'exercer en tant qu'agent de sécurité, voilà, il trouvera du travail immédiatement, il n'y a pas de chômage. C'est l'enjeu des jeux ou c'est l'enjeu de l'emploi? Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu cette émulation? Les jeux, ça a été accélérateur. Et c'est vraiment le slogan qu'on veut mettre en avant, accélérateur de talent, mais aussi accélérateur de coopération. Ce travail collectif, il est le fruit de l'enthousiasme, mais aussi de la contrainte. Et autrement, est-ce que c'était important d'avoir une charte sociale et qu'on arrive à ce travail collectif aujourd'hui? La charte sociale, elle est primordiale. Après, il faut faire preuve de beaucoup de pédagogie. Les entreprises, quand on arrive devant elles voient ça comme une contrainte, un frein, mais ensuite, quand tout se passe bien et qu'elles voient que ça réussit, elles vont au-delà de leur objectif. Donc, quel était l'objectif de création d'emplois ou de public inséré à l'échelle des jeux? Est-ce que tu as déjà des premiers éléments de réponse? Sur la partie construction, on a déjà eu 30 000 personnes qui ont travaillé de loin ou de près à la construction des ouvrages olympiques. Et donc sur la partie événementielle, ce sera beaucoup plus. On sait qu'aujourd'hui, on a 15 000 offres d'emploi qui sont disponibles, mais on n'a pas encore toutes les entreprises attributaires de Paris 2024. 15 000 emplois à pourvoir en région parisienne. Moi, je suis du Nord, et dans le Nord, on a quelques milliers d'emplois aussi à pourvoir. Je pense qu'aujourd'hui, surtout, c'est un grand défi pour les employeurs. Parce que ça veut dire, faites attention à ce que vous allez faire. Beaucoup sont jeunes ici, vous le voyez à travers les images, et il ne faut pas les tromper. Alors, proposez-leur des boulots payés convenablement, proposez-leur des boulots qui leur donnent de l'employabilité pour demain. Si jamais les emplois dans l'hôtellerie, c'est juste la période des Jeux, on fait fausse route. Certains sont juste la période des Jeux, mais ça donne une dynamique pour ce territoire et le territoire de la France entière, mais aussi celui-ci qui est quand même symptomatique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une espèce de test grandeur nature de la capacité des uns et des autres à se rencontrer et effectivement de tordre le cou au fait qu'en France, 7 à 8% de chômeurs, c'est la barre. Non, on doit être en dessous de cela. La dignité, c'est le travail, mais pas n'importe quel travail. Juste une minute. Mathieu! Oh, hello! Lucas! Ouais, bravo! C'est souvent comme ça, Vassila? Oui. Je vais à 10 sur 10. Tu es là depuis quand? Et c'est quoi ton job? Ça fait 3 ans que je fais ce métier. Je suis là depuis le mois de mai. À gérer les camions, l'entrée, la sortie, éviter les accidents, c'est ce que je fais dans ce chantier. Là, tu as été embauché en CDI? Oui, embauché en CDI, c'était un CDI chantier. Ça veut dire que je commence les tâches dans un chantier jusqu'à la fin. Après, je vais dans un autre. Est-ce que c'est important, Vassila, que les Jeux Olympiques et Paralympiques s'intéressent à l'emploi? Oui, c'est une chance. Je vous dis, je vous le redis, c'est l'occasion ou jamais pour qu'on travaille. C'est l'occasion ou jamais pour qu'on mette les pieds. C'est l'occasion ou jamais pour les femmes de mettre les pieds au boulot des hommes. Travailler dans les chantiers, dans la sécurité, dans plusieurs métiers qui étaient avant, celles encadrées seulement pour les hommes. C'est ça le plus important en fait pour moi. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de demandes d'emploi. Ils ne précisent pas un homme, ils disent homme ou femme. Donc on va trouver plusieurs femmes sur les terrains, sur les chantiers. C'était important dans ton parcours, on voit Lyon qui est juste à côté, c'était important d'être accompagné? Oui, c'est très important. Quand on trouve quelqu'un qui nous aide, qui nous accompagne, c'est l'honneur en fait. Juste, il faut avoir le courage, il faut avoir la volonté, il faut aller. Comme il a dit, une très bonne phrase, il faut voir pour croire. Bravo à moi parce que j'ai pas hésité. Elle n'a pas hésité à Lyon, elle a été très motivée. Et quand on voit aussi son parcours et sa formation académique, on voit qu'elle voulait travailler, elle voulait nécessairement travailler et peut-être que cette approche entre donc elle, Wassila, colle
et les autres sous-traitants, ça peut lui ouvrir les portes. Et d'ailleurs, il faut toujours penser que nous, facilitateurs, en tout cas des clauses d'insertion, il y a une suite de parcours. Conducteur de chantier, Vassilana? Oh oui, c'est une très bonne idée. J'ai pensé à ça. Et même, il vient de parler de cette idée-là, c'est une très bonne idée. Donc on va peut-être rester ensemble sur ce chemin-là après la fin de ce chantier. Les objectifs de la charte en termes d'insertion étaient particulièrement ambitieux. Vous en êtes où à date? On s'était fixé des objectifs par chantier qui totalisaient globalement 2,4 millions d'heures d'insertion à réaliser. 2,4 millions sur l'ensemble des chantiers. Et y compris ce qui se passera après les Jeux, puisque nous on revient après les Jeux pour tout ce qu'on appelle la réversibilité, c'est les travaux complémentaires. Aujourd'hui, 23 octobre, nous avons déjà dépassé cette cible de 2,4 millions. Ça veut dire qu'on fera beaucoup plus que les 10% d'heures d'insertion qu'on s'était donné comme objectif. Avec l'objectif de transformer ces heures d'insertion en vrais emplois. La question du taux de transformation entre des heures d'insertion et des CDI, on ne l'a pas encore, il faut le regarder dans la durée. C'est un travail qu'on va faire au titre de l'héritage, sous l'égide de la délégation interministérielle aux Jeux, qui a missionné, je crois, l'INSEE pour faire ce travail de suivi, finalement, de ce qu'on appelle le suivi des cohortes. Que deviennent les 3400 personnes qui seront passées par les ouvrages olympiques en insertion. Le challenge maintenant, c'est de transformer, c'est ça l'objectif, ces premières heures de travail en insertion en emploi durable. Et ça va se jouer dans les mois à venir, sachant que nombre d'entreprises ont accepté de prendre du personnel en insertion, n'ont pas encore pour l'instant l'intention d'assurer la pérennité de leur contrat pour leur assurer un tremplin professionnel. Tout le challenge va se présenter à nous pour les prochains mois sur ce plan-là. Vous avez d'autres points de vigilance ou de réserve en matière d'emploi ou de conditions de travail? Il y a d'autres filières, les hôtels, cafés, restaurants, la propreté, qui sont eux aussi en sous-effectif, liés encore une fois souvent à la précarité de l'emploi, et d'où on peut craindre sur ce plan le recours en dernière minute à des recrutements qui ne respectent pas le droit social, du travail illégal en l'occurrence. Et donc je souhaite que dans les mois qui viennent, on puisse discuter aussi d'un dispositif en coordination avec les inspecteurs du travail pour regarder quels dispositifs nous mettrons en place pour veiller à ce que d'employeurs ne profitent pas des Jeux Olympiques pour avoir un mauvais usage de la main-d'œuvre au-delà des règles. Le travail illégal. C'est là encore un des points durs de la charte, faire respecter les normes internationales du travail. Au long de notre tournage, nous apprenons la présence de travailleurs sans papier sur les chantiers Solideo, pourtant très contrôlés. Une réunion de crise est organisée à la mairie de Paris qui tape du poing sur la table. La Solideo saisit la justice et sa présidente, dans un courrier solennel, rappelle les engagements de la charte à tous les maîtres d'ouvrage. En plein débat hystérisé sur le projet de loi immigration, nous décidons de ne pas interviewer de travailleurs sans papier, mais nous interrogeons un hôtelier et un restaurateur parisien pour connaître leur point de vue d'employeur. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'hypocrisie à les maintenir sur le côté en disant qu'il n'y en a pas? Les gens qui n'ont pas de papier? Alors bon, déjà, nous, effectivement, on ne connaît pas ça. J'ai bien évidemment entendu parler qu'il y avait du travail dissimulé dans certains hôtels-restaurants de temps en temps, peut-être les petites structures. Après, ce qui pourrait être pas mal avec notre difficulté à embaucher, c'est peut-être effectivement de faire appel à la main-d'œuvre étrangère. Moi, je sais que j'ai embauché une personne de l'étranger pour venir travailler au sein de notre hôtel sur une fonction clé. Parce que nous ne trouvions pas cette fonction-là, malgré les diverses annonces qu'on a passées. Donc on a dû employer quelqu'un de l'étranger, la régulariser. Nous avons fait les papiers pour elle. Et je pense que c'est une bonne chose. Si on a du mal à trouver des effectifs pour venir travailler chez nous, je pense que pourquoi pas. C'est un secret de polichinelle, Alain. La restauration, comme le bâtiment, comme d'autres secteurs, emploie depuis tout temps les travailleurs dissimulés. Vous avez une jolie expression sur le sujet. La restauration est une terre de formation et d'intégration. C'est une terre de formation et d'intégration, je confirme. Alors moi, je les appelle dissimulés, mais dissimulé est un terme, je dirais, trop faible. C'est les invisibles de la République. Je ne parle pas du travail en noir. Je parle des gens qu'on embauche, mais qui sont sans papier, qui payent la sécurité sociale, qui payent des impôts, qui payent leur retraite, qui payent tout. Et dès que vous allez du côté administratif, c'est-à-dire le citoyen, ils ne sont pas citoyens. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils prennent le travail de personne, car on vient de le voir, les gens ne veulent plus faire ce métier-là. Je comprends que vous en avez eu, Alain. Vous avez eu du travail dissimulé? Oui. Non, pas dissimulé, sans papier. Sans papier. Ils n'étaient pas cachés. Ils n'étaient pas dans la cave. Ça a été long, je suppose? Ça a été long. À l'heure que je vous parle, celui qui a été régularisé, ça a pris 4 ans. Chômage et tout ça. J'étais ce matin avec un confrère
que je ne citerai pas, et qui tient un grand restaurant parisien, il a mis 3 ans pour un jeune qui avait fait l'apprentissage comme moi avec mon garçon ici, mais ça met trop longtemps. Et ça ne fera pas, là aussi, deuxième chose, ça ne fera pas appel d'air. C'est une grande bêtise de dire ça. Les gens qui veulent travailler, travaillent déjà. Donc il n'y aura pas d'appel d'air. Mais c'est une approche très pragmatique, très rationnelle, très économique. Mon couloir de nage, c'est quoi? C'est chef d'entreprise. Chef d'entreprise, moi j'ai besoin de gens dans mon entreprise. J'ai besoin d'assurer la pérennité. Autre engagement fort de la charte, sans doute le plus exigeant, la sécurité sur les chantiers. Après le scandale du Qatar, sans qu'on ait jamais vraiment pu chiffrer le nombre de morts sur les chantiers, les organisateurs de Paris 2024 ne pouvaient faire autrement que de fixer des exigences de sécurité drastiques sur le plus gros chantier de France et à coup sûr le plus médiatisé. D'autant que la France figure depuis des années parmi les mauvais élèves de l'Union européenne en matière d'accidents du travail. Plus de 600 000 accidents chaque année, 738 décès en 2022, soit 2 morts par jour. Les entreprises du bâtiment et les travaux publics étant les plus touchées. Sécurité des chantiers et conditions de travail étaient donc des priorités de la charte sociale. Bien, on fait un petit tour pour les syndicats, voir un peu comment ça se passe, notamment sur les questions d'effectifs de sécurité. En fait, on a complètement transformé la façon de faire. Et on l'a fait en tant qu'aménageur, mais en fait on a fait une chaîne complète avec les constructeurs. C'est vécu comment par les bâtisseurs? C'est pas monochrome, c'est-à-dire que suivant les cultures d'entreprise de base, la réaction est plus ou moins rapide. Ces contraintes-là, elles ont été embêtantes pour bosser ou finalement vous êtes habitué ou même c'est plutôt mieux que ce soit comme ça? Ça sera mieux comme ça, parce que pourquoi? Ça c'est bien pour nous. C'est la santé, si tu perds de la santé, et ben là tu vas comprendre, tu vas dire ah merde, pourquoi j'ai pas respecté les consignes. J'ai compris qu'on a lu qu'il y avait moins d'accidents, en tout cas beaucoup moins graves que certains chantiers. C'est vrai pas factuellement? Et oui, on est factuellement beaucoup moins important en nombre d'accidents, je crois que c'est de l'ordre d'un facteur 5. Non? Au moment où nous enregistrons aujourd'hui, nous sommes le 23 octobre 2023. Nous avons eu 156 accidents, dont 25 graves. C'est 5 fois moins. C'est 5 fois moins que ce que nous aurions dû avoir si nous avions appliqué les statistiques de la profession. Nous n'avons pas eu de mort, nous avons eu 5 fois moins d'accidents. Cette méthode qui a permis d'être extrêmement présent, qui a permis aussi aux syndicats de la charte de pouvoir être dans les chantiers, d'avoir finalement un accès quasiment direct, aller voir ce qui s'y passait et dialoguer avec les entreprises, eh bien ça a fonctionné. Donc le bilan là-dessus, il est très positif. Il est très positif là aussi par une mobilisation de tout le monde, à la fois et en premier lieu les entreprises, dont c'est la première responsabilité, en mettant beaucoup l'accent sur la question de la prévention, mais également sur la sanction. Et singulièrement, l'inspection du travail s'est beaucoup mobilisée pour visiter. Et au moment où on parle, il y a certainement un chantier qui est en train d'être visité parmi les 68 chantiers olympiques. C'est vraiment toute la chaîne qui a été mobilisée pour que la sécurité soit la priorité. Que ça changera les pratiques à terme, vos pratiques à terme? Est-ce qu'il y a une logique d'exemplarité? On l'a fait pour les JO, donc on continuera parce que c'est devenu... Ou alors il faudra remettre les trucs. Est-ce qu'il y aura un avant-après? C'est clair qu'il y aura un avant-après. 6 octobre 2023, à 9 mois de l'ouverture des Jeux, le comité de suivi de la charte sociale accueille tous les numéros 1 des organisations syndicales et patronales pour faire un premier bilan. L'ambiance est détendue, mais les attentes sont grandes. Il est rare d'avoir autour d'une même table tous les leaders syndicaux et patronaux sur un sujet qui fait l'unité. Encore faut-il que les résultats soient au rendez-vous. La réunion à peine terminée, j'interroge chacun sur son ressenti et d'abord sur ses motifs de satisfaction. Des chantiers d'ampleur comme ceux des JO 2024, en principe, pour nous, dans notre esprit, sont réservés à des trusts quelque part. Et le fait de pouvoir intégrer dans le modèle économique et social les TPE et les PME, donc était important pour nous d'y figurer. Et cette reconversion qui est assez exceptionnelle du village olympique vers des logements sociaux dont on a tant besoin, avec des loyers qui doivent être aussi abordables pour qu'on puisse respecter nos engagements en termes de vie sociale et économique. Il est très important que ce soit mis en avant puisqu'on était quelque part précurseur et innovateur. Des points de satisfaction en termes de suivi, d'insertion de personnes
très éloignés de l'emploi, donc des emplois avec des perspectives de parcours professionnel. Ça, c'est important et c'est intéressant. Point de satisfaction, c'est que quand on fait le jeu de la démocratie sociale, ça marche, puisque le nombre d'accidents du travail a été divisé par 4 sur les chantiers des Jeux. Donc c'est une très très belle avancée. Il n'y a eu aucun accident mortel, heureusement. Donc là, on a la démonstration, en fait, par l'exemple que quand on s'en donne les moyens, quand on se fixe des objectifs ambitieux et quand on crée des contraintes normatives suffisamment adaptées, eh bien on obtient un résultat en matière sociale. Si on n'a pas des exigences fortes en matière normative sur les conditions de travail, on a de toute façon, au final, des dépenses induites qui sont beaucoup plus fortes que ce que coûtent les mesures de prévention. Nous, c'est aussi une leçon. On interpelle les pouvoirs publics sur la nécessité de dupliquer ce qui a marché. Ce n'est pas par magie que les accidents du travail ont été réduits, c'est parce qu'il y a des dispositions très concrètes qui ne relèvent pas seulement d'une campagne de com. C'est pas de la com, c'est pas de l'esbrouf, c'est pas de la poudre aux yeux. Il y a de manière extrêmement concrète des résultats, des réalisations. Je voudrais citer par exemple le fait que sur ces chantiers énormes qui sont menés par Solideo en particulier, il y a 4 fois moins d'accidents du travail que sur des chantiers qu'on pourrait qualifier de normaux. Sujet sur lequel d'ailleurs les entreprises, les salariés doivent progresser par ailleurs. Ça, c'est du concret. Je voudrais parler par exemple de l'insertion et de l'inclusion. De l'insertion et l'inclusion de jeunes des territoires où les épreuves vont se dérouler, où les chantiers sont en cours, de jeunes éloignés de l'emploi. Insertion, inclusion de personnes en situation de handicap. Et puis, je suis quand même le président du MEDEF, il y a de très belles réalisations qui ont bénéficié à une foultitude, des milliers d'entreprises, des TPE, des PME, aussi bien que des grands groupes. Et nous, on était très attentifs, évidemment, à ce que les retombées économiques bénéficient à tout cet écosystème territorial, à toutes les tailles d'entreprises, essentiellement françaises. Toutes les cases ont été cochées. Des points de vigilance encore et toujours, bien entendu, sur la question de la santé et de la sécurité au travail. On voit qu'il y a un taux d'accident qui est inférieur à ce qu'on peut voir dans le cadre du bâtiment, par exemple. C'est important qu'on reste extrêmement vigilant parce qu'on sait que quand on est dans la dernière ligne droite et qu'il y a un caractère d'urgence, c'est là que la sécurité peut être un peu plus malmenée. Donc ça fait partie des points de vigilance pour la CFDT. Il était très important qu'avec les moyens dont on dispose aujourd'hui au niveau sécurité, d'appliquer les consignes et qu'au moment où on faillit, que ce soit le chef d'entreprise ou le salarié, comme sur le terrain de sport, carton jaune, carton rouge, et puis on sort et on revient quand on est à nouveau dans les clous et qu'on peut à nouveau pratiquer en équipe. Sur les points de vigilance pour la suite, donc forcément à 10 mois des Jeux, là, les choses vont s'accélérer, donc il faut être très vigilant que la pression temporelle ne dégrade pas les règles de sécurité. Et puis j'ai ajouté un point de vigilance sur la question des violences sexistes et sexuelles, sur des métiers plus féminisés, les hôtesses d'accueil, le commerce, hôtellerie, café, restaurant, etc., qui sont très exposés aux violences sexistes et sexuelles. Et donc il faut que toutes les entreprises prestataires aient des plans de prévention des violences sexistes et sexuelles. Ce à quoi on va être très attentif, mais ce n'est pas à ce jour des points de vigilance, c'est que ça ne soit pas one shot, c'est que ça fasse école, que ça crée un précédent et que pour les Olympiades à venir, ce mode opératoire, avec des sensibilités probablement diverses d'un pays à l'autre, ce mode opératoire soit repris, soit amélioré le cas échéant. À la question de savoir si ces résultats sont la démonstration de l'efficacité du modèle paritaire, la réponse est unanime. Je pense que c'est une belle démonstration que ça fonctionne. C'est une belle démonstration que si on prend le temps de s'écouter, de poser les aspirations des uns et des autres, on arrive à trouver un chemin qui pour le moment est quand même très très efficace. On a établi la démonstration qu'on doit travailler en confiance avec l'État. Et on l'a justement, on a démontré que ça produisait un résultat particulièrement intéressant et transposable d'une certaine façon. Une charte sociale qui pour 2024 a été pensée paritairement, suivi paritairement, pour le moment, c'est une très très belle réussite. L'événement se déroule et se prépare de façon extrêmement sereine et exemplaire parce qu'on joue le jeu de la démocratie sociale. Une vraie valeur ajoutée, il y a eu chacun dans son rôle une forme de complicité entre les organisations syndicales, les organisations patronales, et je pense qu'on a beaucoup contribué au succès garanti de ces Jeux olympiques et paralympiques. Un autre sujet va s'imposer dans les échanges avec deux de mes interlocuteurs, Dominique Métayer et Sophie Binet, celui du développement du sport en entreprise. C'est l'objet de l'engagement numéro 15 de la charte. 14% des salariés de nos entreprises pratiquent un sport encouragé par le chef d'entreprise qui, par différents moyens,
un accompagnement à l'abonnement, en aménageant le temps de travail par rapport à ses devoirs dans les équipes, en mettant même pour certaines entreprises des lieux à disposition, c'est essentiel. Et donc c'est encore à perfectionner, à développer, à encourager. C'est ce que nous allons faire grâce aussi en s'appuyant sur cette charte et la réussite des JO 2024. Ce que nous voulons ensuite, c'est que cette dynamique que nous créons sur les Jeux permette de développer la pratique du sport en France et notamment en entreprise, de façon à ce qu'on puisse adopter de nouvelles dispositions pour augmenter les moyens des CSE, pour mutualiser l'utilisation des équipements sportifs par exemple. Et puis j'ai également dit que la CGT souhaite qu'il y ait un statut pour les sportifs de haut niveau, pour sécuriser leurs droits sociaux, leurs droits au travail, leurs droits à la retraite. La majorité des sportifs et des sportives ont des revenus plutôt faibles et surtout très ponctuels parce qu'une fois qu'ils et elles ont fini leur pratique de haut niveau, c'est fini. C'est comme ça qu'on aura de meilleurs résultats sportifs et qu'on attirera davantage encore de sportifs et sportives de haut niveau. Ces échanges font écho à ceux que j'ai eus quelques semaines plus tôt avec Amélie Oudéa-Castéra et Riyad Salem. Athlète de haut niveau, militant associatif, citoyen engagé, Riyad prépare ses 3e Jeux paralympiques au sein de l'équipe de France de rugby fauteuil. Le jour où nous le rencontrons, il intervient avec son association auprès de cadres dirigeants d'une grande entreprise pour les sensibiliser sur le sujet du handicap. On va en entreprise pour sensibiliser le personnel, les collaborateurs et collaboratrices sur le sujet du handicap. Quel est le meilleur outil qu'on a? Nous, c'est le sport. Donc on met tout le monde sur un fauteuil, on joue au basket ou au rugby ensemble, et voilà, et on voit l'impact que ça a après, quoi. Donc c'est un outil magique, le sport. Mais c'est vrai que peut-être ça manque de médiatisation, de montrer qu'il y a des entreprises qui investissent vraiment le sujet et qui permettent à leurs salariés de s'épanouir à travers le sport. Et pourtant, il y en a. Direction Strasbourg et l'entreprise Soprema, l'un des leaders mondiaux de l'isolation, qui a mis en place des infrastructures et des moyens sportifs à disposition de ses salariés assez étonnants. Et le résultat est là, sportif ou non, plus de la moitié des salariés du siège se sont mis ou remis quotidiennement à l'activité physique. Vraiment mentalement, physiquement, socialement, il y a plein d'avantages en fait. Vous vous sentez mieux mentalement, vous êtes plus détendu. Ça permet également d'échanger avec d'autres personnes, d'autres services. Le premier objectif, c'était d'améliorer la condition physique, déjà parce que j'ai pris du poids. Et aussi, il faut le dire, en travaillant ici, parce que j'ai un boulot sédentaire. Et ça s'est rajouté au reste. Et je sais très bien qu'il faut faire du sport pour sa santé, mais je sais pas, j'avais pas ce qu'il fallait. Ça m'est déjà arrivé ici d'avoir des cours où j'étais seule en fait avec un coach. En vrai, je sais pas, ça va coûter 100 ou 200 euros. C'est gratuit et tout est adapté. Enfin, c'est incroyable d'avoir ça, vraiment. Ce qu'il faut, c'est surtout une impulsion de la part des chefs d'entreprise, la volonté de faire ça. Si vous n'avez pas besoin d'aller courir pour prendre un abonnement et de faire ça pendant que vous êtes sur le lieu de travail, ça va vous simplifier la vie. Et c'est beaucoup plus agréable de faire les choses au moment où vous en avez envie plutôt qu'au moment où on vous l'impose. Aujourd'hui, on sait qu'on n'a que 13% des dirigeants d'entreprise qui ont mis en place des solutions de promotion de l'activité physique et sportive pour leurs salariés. Ils sont 80 à vouloir le faire aujourd'hui. Ils ne sont pas suffisamment bien accompagnés. On a besoin de leur donner beaucoup plus de lisibilité sur vers qui se tourner pour activer ce type de solution et une bien meilleure information sur le cadre juridique et fiscal de cette promotion des activités physiques et sportives. Et du coup, nous, ce qu'on veut absolument promouvoir au titre de l'héritage, c'est passer par exemple de 13% à au moins 24% à l'horizon de la fin 2024. Et pour ça, on va animer cette feuille de route-là, organiser aussi un grand événement, un challenge inter-entreprise dans lequel toutes les entreprises de France pourront participer. Les inscriptions vont s'ouvrir là à partir du 1er juillet. La France n'est pas en avance sur la question du sport en entreprise, mais le sujet est sur la table et l'ambition est là. La dernière question que je pose aux leaders syndicaux et patronaux et au duo qui préside la charte depuis 6 ans est celle de l'héritage social. Y aura-t-il un avant et un après Paris 2024 ? Il y aura un avant et un après, oui, c'était un phénomène absolument unique. Le résultat est là et donc il faut dupliquer le modèle. C'est ce que nous souhaitons, qu'il y ait un avant et un après Paris 2024 et que le CIO intègre cette charte sociale dans maintenant son cahier des charges pour retenir des candidatures pour les Jeux. Et c'est important que le mouvement sportif soit un vecteur pour faire progresser les droits sociaux et aussi la prise en compte de l'environnement, on en a peu parlé, mais c'est quand même très important de limiter un maximum l'impact environnemental de ces grands chantiers et de ces grands événements sportifs.
Oui, je pense qu'il y aura un avant, un après. Oui, oui. Et moi, je crois absolument à la force de l'exemple. Ça a été possible à Paris en 2024, donc ça doit être une règle, une méthode qui doit être transposable et avec l'ambition de faire encore mieux au prochain JO. Et puis, je pense qu'il faut qu'on garde la leçon aussi et cette méthode sur les grands événements sportifs en France. Moi qui suis rhône-alpin, je pense que le moins sera que pour les JO d'hiver 2030, eh bien, on capitalise sur cette magnifique expérience. Nous sommes des pionniers à la fois dans la gouvernance des Jeux Olympiques, mais aussi dans la démocratie et le dialogue social. Et nous pouvons faire un bilan très positif, pas globalement positif, très positif. Syndicats comme organisations d'employeurs sont là pour dire, voilà, d'autres démarches sont possibles et peuvent donner des résultats positifs. Les Jeux Olympiques, ça sera un héritage qui sera sportif certes, qui sera des infrastructures pour notre pays, mais qui sera aussi un héritage économique et social. Et on partage cette fierté de cet héritage. Donc oui, on aimerait bien que cet héritage fructifie et des retombées en termes de rayonnement du modèle à la française. Un modèle à la française revendiqué dès 2018 par Tony Estanguet, qui s'était fixé l'excellence sociale comme critère de réussite. À 6 mois du coup d'envoi, le jour où il reçoit la clé du village olympique et paralympique, le patron des Jeux pense-t-il que le pari est en passe d'être gagné, qu'il y aura un avant et un après Paris 2024. Il y aura un avant et un après Paris 2024, moi j'en suis convaincu et ce sera le résultat vraiment d'une aventure collective. On s'est donné les moyens de mettre en place une méthode. Même si ça a frotté ici ou là, qu'on n'avait pas toujours les mêmes idées, mais on a fait la démonstration que les Jeux Olympiques et Paralympiques pouvaient s'adapter pour prendre le mieux possible en compte les besoins, les aspirations d'un territoire. Donc ce modèle à la française, d'abord on l'a fait pour nous. Et ensuite, une fois qu'on aura démontré son efficacité et qu'on aura démontré par la preuve que ça avait du sens, là je pense qu'on a un deuxième enjeu. C'est d'aller le dupliquer, c'est d'aller le partager, c'est de faire en sorte que toutes ces bonnes pratiques qui ont été mises en œuvre, qu'elles puissent être récupérées, reprises. Et on est déjà à nous questionner. Moi, j'ai des échanges avec les futures organisations, que ce soit en Italie en 2026, aux États-Unis en 2028, même les Australiens récemment qui vont organiser les Jeux d'été en 2032, nous posent déjà des questions. Il y a de l'émotion aujourd'hui, ça fait quoi de recevoir cette clé ? Oui, il y a une émotion. Il y a quand même, je ne peux pas le cacher, il y a une vraie émotion parce que quand il y a 8 ans, on a écrit dans notre dossier de candidature devant la famille olympique internationale que dans notre projet, l'objet le plus important, le plus symbolique, le village des athlètes, ce serait sur 3 communes, à Saint-Ouen, à Saint-Denis, sur l'île Saint-Denis, dans une zone pas simple à opérer. Voilà, il y avait quand même un pari. Et forcément, quelques années plus tard, de recevoir les clés de ce village, on met beaucoup d'énergie pour organiser les Jeux, mais finalement, ce projet, il nous nourrit aussi beaucoup, parce qu'il est tellement grand et il est tellement pluriel que c'est le genre de séquence qui se dit on ne fait pas tout ça pour rien, quoi. Tout ça donne beaucoup de sens, finalement. Donner du sens à ces Jeux, en faire un moteur de développement humain et durable, c'est au fond l'ambition de la première charte sociale de l'histoire de l'olympisme et de ceux qui la font vivre au quotidien depuis 6 ans, sans jamais rien lâcher. À l'heure où nous bouclons ce documentaire, le comité de suivi se base sur la question des dérogations au droit du travail, sur l'impact des mesures de sécurité sur l'activité économique dans Paris, sur les conditions de formation et de recrutement des personnels de sécurité, de restauration. Il est interpellé par les agents de la fonction publique et notamment les hospitaliers, qui entendent que les efforts importants qu'on va leur demander à l'occasion des Jeux soient justement récompensés. Il reste 6 mois, il faut tout mettre dans la dernière ligne droite. Pour autant, tous ont conscience que le vrai bilan se fera après les Jeux. Quels seront les effets durables sur l'emploi, sur l'insertion, sur la sécurité ? La mixité sociale en Seine-Saint-Denis saura-t-elle s'organiser ? L'inclusion aura-t-elle progressé ? La prévention par l'activité physique en entreprise aura-t-elle marqué des points ? Le CIO inclura-t-il désormais dans le dur du cahier des charges des villes candidates aux Jeux Olympiques et Paralympiques des exigences sociales ? Une chose est sûre, après 18 mois de tournage et d'échanges sur le terrain, nous faisons le constat que cette charte a fait bouger les lignes. Elle a inscrit noir sur blanc l'exigence sociale dans le plus grand événement sportif mondial. Elle a accéléré les transformations d'un territoire
unit ses acteurs, quelle que soit leur origine, autour d'une même ambition économique et sociale. Elle a suscité de l'enthousiasme et de l'espoir pour l'après. Et elle a marqué durablement celles et ceux qui ont travaillé pour elle depuis 6 ans pour prouver que c'était possible. Il va falloir qu'on en tire des enseignements en termes d'humanité, de relation à l'autre, de relation au monde et à nous-mêmes. Ce sont des parenthèses extraordinaires. On aimerait bien que ça ne soit pas que des parenthèses où finalement on retrouve, pardon d'être un peu grandiloquent, on retrouve ce que l'homme et la femme ont de meilleur. Hein. Se projeter, soutenir, encourager, et puis recréer, parce qu'elle fait cruellement défaut, recréer cette espèce d'humanité tout simplement. Dédier 25% des appels d'offres au secteur de l'ESS et au secteur protégé, c'est du jamais vu. De créer des alliances avec des multinationales et des petites start-up ou des petites structures, des PME, PMI. Ça, c'est vraiment extraordinaire. C'est le monde économique que je rêve de voir demain, quoi. Puisque notre génération cherche du sens dans le travail, ben ça, c'est déjà une brèche qui a été ouverte. Ça a été fait dans des conditions sociales exemplaires qui ont été intégrées dès le début et je veux vraiment remercier l'ensemble du comité de la charte, les travaux de l'ensemble des organisations syndicales, patronales. Ça va être pour moi le démonstrateur, le laboratoire de ce qu'on veut faire. On va lancer 22 grandes opérations à l'échelle nationale dans des territoires où il faut aller plus vite, plus fort. C'est un duo, pour pas dire un couple qui a de l'avenir. Ça, mais vous savez, comme dans tout couple, il y a des hauts et des bas aussi. Donc, Il a déjà une jolie histoire derrière lui, ce couple. Et là, on va célébrer bientôt, avec la cérémonie d'ouverture devant le monde, cette possibilité d'avoir un dialogue social élargi à d'autres sujets que ce qui se passe dans nos entreprises. À un moment où il y a certaines attributions de grands événements à des pays qui ne sont pas complètement impeccables sur toutes ces dimensions-là, on a, nous, la capacité à vraiment promouvoir et faire la démonstration d'un modèle responsable sur le plan social, sur le plan écologique aussi. Et si on réussit ce pari-là, ce qu'on est bien parti pour réussir, ce sera quelque chose de très inspirant, je pense, pour un grand nombre de pays. Dans quelques mois, tu seras devant la télé, en train de regarder les JO. Ça te fera quoi? Tu diras, c'est un peu moi qui ai bossé là-dessus, non? Ouais, moi, je serais trop content en fait. Vu 296 logements et travailler là-dessus, c'est vachement bien. Ouais. Non, je suis fière. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va découvrir cette fierté, c'est pendant les Jeux Olympiques. Quand tout sera prêt, on va dire, moi je travaille ici, moi j'ai participé à ça. Là, vous régalez, vous sponsorisez vos clubs, tout ça. Moi j'ai travaillé ici, donc ça sera une fierté. On va la découvrir peut-être après. Il y a 4 ans, je vous avais trouvé martial dans un bureau boulevard Haussmann de mémoire. Vous avez passé 6 ans ici. Je vous trouve plus, je ne vais pas dire humble, je ne me permettrai pas, mais je vous trouve plus touché. Je vous vois différent. Merci. Je sais pas. Alors lessivé certainement, très heureux, très heureux, plus humble certainement. C'est une aventure collective assez extraordinaire, c'est un peu bateau de dire ça, mais c'est vraiment la capacité finalement à fédérer tous les gens qui nous ont permis de construire les ouvrages, chacun là où ils sont aujourd'hui, de porter ce projet collectif. C'est quelque chose qui est très touchant. Je ne sais pas ce que vous faites de cette séquence-là. Mais oui, c'est vrai. C'est plus le même homme, ouais, ça certainement. Ouais. Quand je regarde les photos, je me dis mais waouh, c'est pas possible le coup de vieux que j'ai pris en si peu de temps. Donc je pense qu'on va puiser quand même des choses très fortes en nous. Mais je regrette rien. Franchement, je vis une aventure extraordinaire. Et elle est où la clé? Elle est dans mon bureau. Tout le monde devrait savoir que c'est trop bien le 93. C'est trop bien de vivre ici, mon gars. Tout le monde sourit, tout le monde est joyeux. C'est la vie. Franchement, c'est la vie.